d'actualité, analyse et commentaires. Ceux qui nous suivent apprécieront. Ils sanctionneront peut-être au bout des 45 minutes que nous aurons avec vous. Martin Ziakoaou, vous êtes chercheur en relations internationales et chef de travaux à l'IFASIC. C'est bien cela. Exactement. Je voudrais, pour commencer, vous convier à regarder ces deux extraits pour que vous nous disiez après ce que vous en pensez. Daniel Mukoko Samba, c'est lui, le monsieur bancarisation du gouvernement. Le vice-premier ministre a mission de coordonner et suivre la longue marche de la bancarisation. La semaine débute toujours par une séance de travail avec le cadre stratégique. Ainsi, avec le Premier ministre, doit faire l'objet d'un suivi minutieux. D'après vous, comment amoindrir le malaise après cette sorte de poteau rose que Top Congo, le confrère, a mis sur la place publique en posant même la question de savoir qu'est-ce qui se passait entre ces deux hommes, c'est-à-dire entre le Premier ministre qui aurait suspendu le ministère ou le ministre aux travaux de la Troïka dite stratégique. Je pense qu'il faut minimiser l'affaire. Ce n'est pas le propre de la RDC. Sous d'autres cieux, même des vieilles démocraties, en France, il y a des ministres qui ont des problèmes. Ça arrive, il y a des petits couacs. En Israël, on l'a vécu dernièrement. Mais c'est, il me semble, une épreuve de maturité politique. Parce qu'il y a des ambitions à gérer. Il y a parfois des conflits de leadership. Il y a parfois la manipulation des personnalités occultes. Et donc je pense que la RDC n'a pas intérêt de voir ces malaises entre ces deux personnalités du gouvernement persister. Sinon, ça risque de nuire à la stabilité macroéconomique dont le gouvernement se félicite et qui permet au pays de bénéficier de la sympathie des partenaires extérieurs. Est-ce que vous estimez que cette sorte de suspension a une base légale? Déjà, cette structure est informelle. Il faut commencer par là. C'est une structure informelle. Le Premier ministre estime que la priorité des priorités, c'est stabiliser d'abord le cadre macroéconomique. Et pour ce faire, chaque semaine, il faut évaluer l'efficacité des efforts fournis et apporter des correctifs si cela s'avère nécessaire. Bon, c'est vrai que l'idéal serait que le vice-premier ministre qui coordonne la réforme phare du gouvernement Matata Ponyo, à savoir la bancarisation, puisse toujours être au rendez-vous. Ça signifie que ça pourrait déranger le bon fonctionnement de cette structure et ne pas lui permettre d'atteindre l'objectif qu'elle s'est assigné. Un peu comme si vous voulez dire qu'un des maillons essentiels de cette chaîne est comme mis de côté. Parfaitement. Oui, oui. Mais à qui tout cela peut-il profiter, d'après vous? Ça pourrait profiter à ceux qui ne veulent ni de l'intérêt d'abord de la RDC, ni de l'intérêt des Matata Ponyo, encore moins l'intérêt du vice-premier ministre Mukoko Samba. Voilà pourquoi je dis que c'est une épreuve de maturité politique, parce qu'il faudrait d'abord que l'un et l'autre pensent aux intérêts de la RDC. C'est ça être un homme d'État. Savoir taire ses états d'âme pour n'écouter et ne privilégier que l'âme d'État, à savoir défendre l'intérêt national. Mais là, on peut dire que l'un et l'autre sont déjà dans le plein, ils se sont quelque part mouillés. Ça arrive, c'est question de vite se ressaisir. Ok. Autre question d'actualité qui a installé la République démocratique du Congo au cœur des préoccupations de l'Union africaine. Il a été question d'une évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je pense qu'il y a eu des efforts de part et d'autre. Et il y a eu amélioration sensible de la situation sécuritaire à l'est du pays avec la défection du M23. Mais le problème de fond reste non résolu. Et chacune des parties doit donc maintenir le cap. Pour d'autres d'ailleurs, doubler d'efforts parce que le Conseil de sécurité a condamné l'Ouganda et le Rwanda de continuer à porter leur soutien au M23, ce qui ne favorise pas
la restauration, encore moins la consolidation de la paix. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ce n'est pas un acquis pour la République démocratique du Congo? Pas du tout. Dans quelle mesure? En ceci que tant que ces pays voisins continueront à attiser le feu, ça sera difficile pour nous. Voilà pourquoi il y a eu accord cadre d'Addis Abeba. Il faut des engagements, étant entendu que la RDC, elle seule, ne pourrait pas imposer la restauration de la paix à l'est du pays. Il faut que chacune des parties apporte du sien. Est-ce que c'est par là aussi que vous revoyez un peu cette prise de position de Marie Robinson qui voudrait en savoir un peu plus sur la suite des concertations nationales qui ont dernièrement été organisées? Effectivement, puisque la RDC a aussi des engagements, non seulement dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, mais aussi en vertu de la résolution 2098 du Conseil de sécurité, la réconciliation nationale et l'accélération du processus démocratique. Nous avons tous salué la tenue des concertations nationales. Maintenant, nous attendons le gouvernement des concertations nationales pour voir comment les choses vont évoluer dans le sens de la réconciliation nationale. Avec les élections qui se profilent à l'horizon à différents niveaux, d'ailleurs comme l'a dernièrement annoncé le bureau de M. l'abbé Malo Malo, vous pensez qu'on est maintenant dans le bon, qu'on peut être parti pour des élections réellement transparentes et apaisées, comme on l'a dit à l'époque? Il me semble que 2016, ou si vous voulez, les prochaines élections, seraient une sorte de quitte ou double pour la RDC, où nous ouvrons le boulevard pour la consolidation de la paix et l'accélération du processus de développement, ou alors nous marchons à reculons au risque de perdre du temps encore dans le rebondissement des problèmes, dans la pérennisation du conflit à l'est de la RDC. Et je pense que tout le monde a intérêt que les choses aillent de l'avant et tout le monde doit mettre, n'est-ce pas, la main dans la pâte. Pour ce qui est de la proposition de l'abbé Malo Malo, moi je pense que ça pourrait permettre au gouvernement de faire des économies parce qu'il ne faut pas seulement compter sur la communauté internationale. En 2011, elle nous a promis de l'argent, elle n'a pas honoré sa promesse, ça a dérangé les prévisions et les élections ont été entachées d'irrégularités parce que les moyens n'ayant pas répondu aux exigences, et toute la responsabilité était tombée sur le gouvernement. Je pense que avec une explication, pourquoi n'aurait-elle pas tenu promesse? Vous en avez une explication? Écoutez, tout est fonction d'intérêt. Tout est fonction d'intérêt, tout est fonction des réponses que nous donnons à leurs exigences. Voilà. Et je disais par rapport à l'abbé Malo Malo, moi je salue que le fait que les élections provinciales et sénatoriales se déroulent au second degré, mais par contre, j'estime que pour renforcer la décentralisation, ce serait mieux que les gouverneurs soient élus directement par le peuple. Parce qu'ils se sentiront redevables vis-à-vis de ces peuples et seront donc beaucoup plus à leur écoute et déploieront tous les moyens qu'il faut pour que les conditions sociales des populations puissent s'améliorer. Puisque malheureusement, la triste expérience des 2006, parce qu'ici, il faut consolider les acquis et corriger les erreurs. 2006, 2011, il n'y a pas eu élection, donc ce sont des gouverneurs qui sont hors mandat réglementaire. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a une sorte de recul ou de retour vers la centralisation. Un peu comme si on pouvait dire que 2006 par rapport à 2011, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà. Ce scrutin, ce mode de scrutin, donc indirect, par où commencer? Les élections locales. Oui, pour la désignation des conseillers municipaux. Oui. Qui est pour cette façon de faire? Je vous disais tantôt que selon la proposition de la CENI, telle que présentée par l'abbé Malo Malo, son président, nous commençons par les élections à la base. Scrutin direct. Les conseillers municipaux, eux, éliront les députés provinciaux. Et les députés provinciaux se chargeront d'élire les gouverneurs ainsi que les sénateurs. Je ne dis pas de problème, pour autant que ça permettra au pays de faire des économies. Mais pour ce qui est de l'élection des gouverneurs,
l'idéal, de mon point de vue, serait qu'il soit élu directement par le peuple. Ça favoriserait l'accélération du processus de décentralisation parce qu'ils se sentiraient redevables à l'égard de leurs électeurs. Étant entendu que le moment venu, il y aura sanction, positive ou négative. Tout est bien parti. Le climat politique lui-même n'est pas encore apaisé, puisque tout le monde attend voir. C'est quoi? Est-ce que le gouvernement de cohésion nationale favorisera réellement la réconciliation nationale? Quelle en sera la composition? Et là, il y a un débat qui me paraît quelque peu stérile, parce qu'il y a un glissement vers l'idée du gouvernement d'union nationale. Ça signifie que ça risque de nous entraîner vers ce que d'aucuns appellent la démocratie consensuelle ou concertée, qui ne correspond pas aux conclusions des concertations nationales, puisque dans le document final qui a sanctionné ces assises, l'on a plutôt parlé de la démocratie pluraliste et représentative. C'est-à-dire, il y a d'une part la majorité et d'autre part l'opposition. Ce qui impliquerait, ou vous voudrez dire? Ce qui impliquerait que les uns sont au pouvoir, aux commandes du pays, et d'autres sont à l'opposition pour critiquer et proposer des alternatives. Mais cela n'empêche que la majorité puisse à un moment ou à un autre, comme c'est le cas aujourd'hui, de s'ouvrir à l'expertise, à l'expérience, au savoir-faire, à la compétence, aussi bien de l'opposition, de la société civile que de tout autre Congolais, pour autant qu'il s'agit de renforcer les capacités managériales du gouvernement pour mieux servir les intérêts du pays. Mais parler du gouvernement d'union nationale, sous-entendu partage équitable et équilibré du pouvoir, signifie qu'il n'y aura plus d'opposition, encore moins de majorité, alors on doit faire table rase. Faire table rase signifie que l'on remet en cause la légitimité des institutions en place. Mais en quoi ça aura été donc différent, s'il faut regarder les choses de cette manière, par rapport à la période avant concertation nationale? Très brièvement peut-être. Je pense que c'est de bonne guerre. Hein. L'opposition se dit, si nous rejoignons la majorité, donc nous cessons d'être de l'opposition, en vertu d'un programme de gouvernement minimum, il y a le risque de s'attirer la foudre des électeurs pour trahison. Et la majorité s'est dit, gouvernement d'union nationale avec l'opposition, pour l'avoir, la dominer, mais il y a aussi risque qui ne dit pas qu'il y aurait infiltration du genre cheval de Troie. Oui, mais quand vous dites opposition aujourd'hui, c'est-à-dire quoi par rapport à une aile qui prétend avoir le pouvoir, même si elle n'en a pas l'effectivité, et une autre qui se met un peu plus ouvertement sur la place publique pour poser des revendications et souhaiter que les choses se fassent avec un peu plus d'orthodoxie? Écoutez, là aussi, il me semble que l'opposition est divisée. Elle semble être bipartite. Il y a une opposition, entre guillemets, institutionnelle qui est disposée à participer au prochain gouvernement. Vous y voyez qui, par exemple? Je vois le parti de Kengo, le président Kengo. Je vois le MLC. Mais il y a d'autre part l'UNC et l'UDPS qui estiment que hors de question de faire autre ensemble avec la majorité présidentielle. Et où est-ce que cela peut nous mener, d'après vous? Alors, s'il faut seulement intégrer ceux qui sont prêts à rejoindre le pouvoir, encore que là aussi, se pose un problème, parce que d'aucuns dans les rangs de cette opposition évoquent l'idée du gouvernement d'union nationale, sous-entendu la notion de démocratie consensuelle ou concertée, ce qui me paraît inopportune, même inappropriée, non adaptée à la situation qui prévaut. Et donc, on n'aura pas résolu totalement la situation, étant entendu que la résolution 2098 a préconisé la réconciliation nationale. Donc, il y aura encore l'UDPS et l'UNC à côté. Bon, est-ce que ça pourrait favoriser de mettre en place des mécanismes pour des prochaines élections apaisées? Question mark. Quand vous dites réconciliation nationale, autour de quoi?
Réconciliation d'individus, réconciliation autour d'une idée, autour d'une façon de gérer le pays, réconciliation autour de quoi? Réconciliation sur ce qui divise les acteurs politiques. Qu'est-ce qui les divise, d'après vous? D'abord, il y a les élections de 2011. Il y a d'abord ça. Et nous avons pensé qu'il fallait en tirer les leçons pour corriger prochainement. Il y a plusieurs points. La gouvernance politique, notre façon de vivre la démocratie, l'indépendance de la justice. Et tout cela a été discuté au cours des concertations nationales. Opposition, Thomas Louaka, majorité, à côté de Bochab, nous avons salué, puisque c'est faire montre de maturité politique, que de savoir se dépasser pour se parler en face, se dire des vérités et être prêt à corriger le passé. Une chose est d'en discuter et de prendre des résolutions, une autre est de les mettre en exécution. Tout cela, bien entendu, en tenant compte du fait que Thomas Louaka et M. Kengo, dont vous parlez, ne paraissent pas être représentatifs de tout ce que l'on peut considérer comme opposition. Écoutez, je vous laisse responsable de ce que vous dites, mais je pense que le président de la République, en convoquant les concertations nationales, avait lancé l'invitation à tout le monde. La porte était ouverte à tout le monde. Le président Denis Sassou Nguesso a tenté la médiation avec l'UDPS et l'UNC. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais les autres ont accepté. Voilà. Donc c'est question maintenant de voir où allons-nous. Mais nous disons réconciliation nationale, oui, mais sans remettre totalement en cause la légitimité des institutions nationales et des acteurs politiques au pouvoir. Quand vous dites « nous disons », c'est un « nous » de majesté ou c'est « nous » de vous? Non, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, chercheur en relations internationales, analyste politique, et ça n'engage que moi. Quel est votre entendement, à vous, du changement? Après plusieurs décennies de dictature, avec la fin de la guerre froide, et donc le vent de la démocratie qui a soufflé à travers le monde, notamment en Afrique, d'aucuns avaient soif de la liberté. Le président Barack Obama l'a dit dernièrement, la liberté individuelle est le moteur de tout progrès. Liberté au niveau politique, liberté au niveau économique, liberté au niveau de la justice. Et s'il y a la libéralisation du pays, le respect des règles de libéralisation dans tous les secteurs, ça pourrait non seulement favoriser la démocratisation du pays, mais aussi le développement, parce qu'il y a une corrélation entre démocratie et développement. Mais c'est un processus, ça ne se décrète pas. C'est un processus, ça tient compte des coutumes, ça tient compte de la culture de la population, ça tient compte aussi des mentalités. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que les choses passeraient comme le jour à la nuit, non. C'est tout un processus. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même eu des efforts. En 2006, il y a eu élection. C'est vrai qu'en 2011, c'était moins apprécié qu'en 2006. Mais justement, il ne faut pas qu'à cause des irrégularités qu'il y a eu et que nous dénonçons, d'autant plus que même dans les rangs de la majorité, on avoue qu'il y a eu des petits problèmes, ou des problèmes si vous voulez tout court, que nous puissions retourner à la case de départ. Non. Voyons plutôt comment les corriger pour améliorer prochainement. Sinon, nous risquons de faire marche à reculons et continuer à pleurnicher, alors que dans l'entretemps, à côté, les autres font des percées, et on risque demain de dire, et de continuer à dire, puisqu'on le dit déjà, c'est le Congo qui est responsable de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Quand ça ira au Congo, dans la région, ça va bouger, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Quoi que l'on dise, d'après vous, on est sur le bon? On est sur les bons, mais ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup de corrections à apporter. Mais je pense que si les uns et les autres acceptent de mettre un peu d'eau dans leur vin, ça pourrait aller. Bon, je peux comprendre qu'il faille demeurer optimiste, mais n'empêche que vous puissiez relever sur quoi fonder cet état d'esprit. Sur le respect du pacte républicain, sur le respect de la Constitution. Parce que qui le respecte, qui ne le respecte pas. Écoutez, je ne voudrais pas ici porter des accusations sur telle ou telle autre personne. Je ne parle pas d'individus ici, je parle des idées.
Nous réfléchissons de façon tout à fait impersonnelle et froidement. D'aucuns disent que le président de la République ne doit pas se représenter aux prochaines élections présidentielles. C'est constitutionnel. Le président Minakou l'a dit il y a quelques jours, le président respectera la Constitution. Si les uns et les autres peuvent accepter de ne s'en tenir qu'à la Constitution et respecter leurs paroles, ça nous permettrait d'aller de l'avant. Parce que maintenant, nous avons besoin des débats politiques sur des problèmes réels auxquels la population est confrontée. Le Premier ministre Matata Ponyo nous fait un bilan de satisfait sur la stabilité du cadre macroéconomique. Qu'est-ce que l'opposition en dit? Quelles sont les critiques de l'opposition? Quelles sont les propositions concrètes qu'elle apporte? C'est ce dont nous avons besoin. Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui sur toute la ligne? Avec le Premier ministre? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire par rapport à ce qu'il dit et qu'il a déjà dit dans le passé d'ailleurs? Que puisqu'il s'agit d'abord d'un problème de changement des mentalités, le Premier ministre doit donner des signaux forts dans ce sens-là. Pour ce qui concerne le social, par exemple, au nom de la rigueur, il faut que nous puissions serrer la ceinture en espérant un lendemain meilleur. Oui, monsieur le Premier ministre, nous sommes d'accord avec vous. Mais si le Premier ministre, aujourd'hui, nous donne un bel exemple d'arriver au bureau à 5 heures, ça inspire beaucoup de gens. Et c'est très bien. Mais si le Premier ministre peut accepter de revoir à la baisse ses émoluments, les émoluments du gouvernement, pour compatir à la réalité douloureuse de plusieurs milliers de personnes, des fonctionnaires, des militaires, des policiers, au nom de la rigueur, que tous nous puissions serrer la ceinture, je pense que ça serait aussi un signal fort. Il ne faut pas qu'on dise, comme ça a été dit, par exemple, au président Barack Obama lors de son dernier speech au niveau du Congrès, que c'est un peu comme si, quelque part, il est à court d'idées. Oui, matin, midi, soir, stabilité du cadre macroéconomique, c'est très bien. C'est très bien. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, puisque d'aucuns font de l'amalgame entre la croissance économique et le développement. Ici, le Premier ministre ne dit pas que le pays est développé. Non. Le pays est en train de se remettre sur le point économique. Mais il faut du temps pour que cela puisse produire des effets positifs sur le social. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas que les uns attendent que cette croissance économique produise des effets, tandis que d'autres vivent dans une sorte d'opulence, roulent carrosse, mangent caviar, fument cigare. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas et ce qui dérange justement l'opinion, qui est impatiente et ce qui favorise aussi un certain populisme dans le discours politique. Voilà pourquoi je dis, le Premier ministre donne des indications, c'est très bien, nous sommes contents, mais s'il peut aussi donner des signaux forts en termes de compassion avec ceux qui souffrent, souffrir avec eux, se réjouir avec eux, de façon concrète, je pense que ça serait beaucoup mieux. On doit aller vers une société de type donc égalitaire. Justement, parce que le plus important ici, ce n'est pas qu'il ait beaucoup de riches. Non, un pays développé, c'est un pays où la classe moyenne, n'est-ce pas, est composée de la majorité de la population. Puisque partout il y a des riches, partout il y a des pauvres. Mais lorsqu'on regarde l'assiette de la classe moyenne, elle est encore très faible. Il faut l'élargir. Voilà pourquoi nous disons, députés, sénateurs, gouvernement, que tout le monde donne des signaux forts de prendre en compte la souffrance de la population, d'accepter. Puisque vous savez, le gouvernement d'ailleurs aura toujours des moyens de compenser, puisqu'il y a 1001 façons de compenser le manque à gagner, des émoluments. Mais en termes de signaux, j'insiste sur ça, le Premier ministre, 5 heures au bureau, très bien. Le Premier ministre régulier au bureau, très bien. Mais par rapport au social que le peuple attend, il est dans le bon, on peut y arriver demain, après-demain, si on maintient le cap. Mais si aujourd'hui, il accepte
de revoir à la baisse ses émoluments, proposer aux membres du gouvernement. Unilatéralement, il peut le faire pour lui-même. Et les autres, certainement, lui emboîteront le pas pour témoigner à la population que, effectivement, nous sommes solidaires avec vous et nous voulons marcher ensemble avec vous pour un Congo meilleur. Dites-moi, est-ce qu'il faut comprendre que, comme vous le disiez donc au début, que maintenant, dans la partie est du pays, la paix est revenue? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il y a encore à faire, beaucoup à faire. Ça veut dire que cette sorte de confiance dont pourraient bénéficier des investisseurs n'est pas encore au rendez-vous ou est loin d'être au rendez-vous. Écoutez, je ne voudrais pas ici décourager les investisseurs. Mais je dis que le problème sécuritaire n'est pas encore tout à fait résolu. Oui, mais comment va-t-on renforcer l'économie congolaise pour qu'il y ait effectivement croissance à 2 chiffres et qu'à un moment, il y ait possibilité de partager la richesse? Mais le gouvernement a réalisé un taux de croissance de 8,3% avec la guerre à l'Est. On peut investir au Bandundu, au Bas-Congo, au Katanga. Il ne faut pas que nous puissions donner cette mauvaise image à l'opinion internationale que ce qui prévaut à l'Est paralyse toute la République. Non, nous continuons à vivre. Et nous devons vivre, mais tout en travaillant pour que la situation à l'Est puisse ne plus perdurer. Suivez la marche du monde. Il y a un grossissement, je dirais même un grossissement pathologique. Dès qu'on parle du Rwanda, tout le monde croit que le Congo va s'écrouler. Non, nous avons une petite frontière de 250 km, monsieur. Donc, il ne faut pas qu'on puisse se focaliser. Et je dirais même que ça commence à devenir comme un petit, je dirais, un désaccommodement. C'est-à-dire, on voudrait donner l'impression que le reste du pays doit s'arrêter seulement pour s'occuper de là. Et prendre un peu même les institutions de la République, et particulièrement le président de la République, pour l'évaluer seulement par rapport à ce qui est à l'Est. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il estime qu'on en fait un peu trop quand on parle du Kivu et qu'on s'y concentre tel que ça se fait dans les débats, dans les discours, sur la place publique en République démocratique du Congo? Je pense que la région de Kivu est un espace à la fois utile en termes de richesse, donc stratégique aussi, mais surtout critique. Parce que ce qui se passe là, ces conflits n'impliquent pas que les acteurs locaux. Il y a aussi des acteurs étatiques, il y a aussi des puissances internationales occultes. Donc ça n'a pas la même ampleur que ce qui se passerait au Bas-Congo, ce qui s'est passé hier au Bas-Congo, ou ce qui se passe aujourd'hui au Katanga. D'ailleurs, je pense que ce qui se passe au Katanga doit être pris très au sérieux, parce que si les Bakata Katanga réussissent à bénéficier du soutien extérieur, la situation en ces moments-là sera difficilement gérable. Pour quelle raison? Tout simplement parce que il y aurait eu impulsion de l'intérieur. Alors que ce que nous vivons à l'Est, l'impulsion provient de l'extérieur. Il y a une nuance. Puisqu'à l'intérieur, ils veulent la sécession, nous leur apportons le soutien de l'extérieur, et donc ça donne du tonus. Et ça devient compliqué. Tandis que là, à l'Est, dans la région du Kivu, c'est l'extérieur qui veut que la situation puisse pourrir. Le peuple n'est pas d'accord avec cette affaire des balkanisations. D'ailleurs, si jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de balkanisation, nous devons beaucoup à nos populations, nos frères et sœurs de l'Est. Parce que pour qu'il y ait balkanisation, il faut qu'il y ait à la fois dynamique interne et externe. Or, pour le moment, il y a dynamique externe, mais la dynamique interne pose encore problème. Voilà pourquoi ces projets tardent à être réalisés. Voilà. Ça veut dire que... Donc, l'implication des acteurs étatiques et non étatiques dans ce qui prévaut dans la région du Kivu fait de cette zone une zone critique qui nécessite donc qu'on puisse y accorder toute l'importance, d'autant plus que, en vertu de la résolution 2098, la situation sécuritaire à l'est de la RDC constitue une menace, selon les termes de cette résolution, à la
paix et la sécurité dans toute la région des Grands Lacs. Mais comment nous faire sortir de cette sorte de ping-pong rwando-ougandais qui ballotte le Congo tantôt à gauche, tantôt à droite? Aujourd'hui, la CIRGL est présidée par l'Angola. Et j'ai envie de croire que l'Angola pourrait mieux faire les choses. Et je m'en réjouis puisque lors du dernier sommet de Luanda, les chefs d'État ont aussi tenu compte du pacte. Parce que ce que nous oublions, c'est que la CIRGL existe en vertu du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement signé en 2006 à Nairobi par les États de la région. La CIRGL constitue un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des engagements pris par chaque État au terme de ces pactes. Et si aujourd'hui la CIRGL n'est pas efficace, ne fait pas montre d'efficacité, c'est parce qu'elle a oublié sa raison d'être. Et si nous voulons que la CIRGL puisse être efficace, il faut que son action puisse reposer sur le pacte. Et donc nous souhaitons que la présidence angolaise, qui a donné un signal fort en remettant le pacte sur la table, puisse rappeler aux partis en présence leurs obligations en vertu du pacte. Moi, personnellement, je n'ai jamais apprécié, salué la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, puisque cet accord nous a fait oublier le pacte. Dans quelle mesure? Le pacte est plus contraignant que l'accord cadre d'Addis Abeba. Puisque le pacte dit quoi? Puisque le pacte est un instrument juridique international qui a été non seulement signé, mais aussi ratifié par les pays de la région. Oui, mais cette ratification lui confère un caractère beaucoup plus contraignant que l'accord cadre d'Addis Abeba, qui n'a été que signé par les pays de la région. Et juridiquement parlant, le pacte est plus contraignant que l'accord. On aurait donc mieux fait de ne garder que le pacte, plutôt que de le mettre au tiroir et d'aller signer l'accord cadre d'Addis Abeba, qui n'est pas contraignant. Et puisque le pacte prévoit, en son article 35, qu'un État parti ne peut s'en retirer que 10 ans après sa ratification. Le pacte a été signé en décembre 2006, ratifié et entré en vigueur en 2007. Il court encore. Un État parti ne pourrait s'en retirer qu'en 2017, à partir de 2017. Ça signifie qu'aujourd'hui, tous les débats sur la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs, aussi bien au niveau de l'Union africaine qu'à l'ONU, tout devrait reposer sur le pacte. Oui, il est contraignant et il prévoit même que les États partis pourraient recourir à la juridiction internationale pour trancher un conflit d'interprétation ou de non-application des clauses. Est-ce que ça veut dire quelque part que le pacte, avec toute la valeur que vous lui concédez, ou que vous lui reconnaissez, a été un bon document, il a été signé, mais qu'on est en train de marcher dessus? Exactement, parfaitement. La conférence qui a favorisé, la conférence internationale qui a favorisé la signature de ces pactes était initiée par le secrétaire général de l'ONU d'antan, Kofi Annan. Kofi Annan est parti. Ban Ki-moon aurait mieux fait de poursuivre ce que son prédécesseur a fait. C'était l'ONU et l'UA qui étaient les initiateurs de la conférence internationale qui a donné lieu d'abord à la déclaration de Dar es Salaam de 2004 et ensuite à la signature du pacte en 2006. Et c'était donc un acquis pour contraindre les pays de la région de travailler ensemble dans le respect d'un certain nombre d'obligations imposées à tous pour la restauration de la paix, mais aussi le développement de la coopération régionale. Mais malheureusement, mettant le pacte de côté, on a oublié les engagements des États. Vous savez concrètement par rapport au pacte, qu'est-ce qui devrait se faire? Le pacte dit en son article 5 que lorsque un pays de la région est menacé par un mouvement insurrectionnel ou une rébellion, tous les pays signataires du pacte doivent se liguer pour faire échec à cette aventure. Par rapport au cas congolais, c'est pas le cas. Par rapport au cas congolais, concrètement, qu'est-ce que ça aurait signifié? Que le Rwanda,
l'Ouganda devrait participer aux côtés des FRDC dans la lutte contre le FDLR et l'ADF NALU. Pourtant, la République démocratique du Congo a accepté l'arrivée de troupes du Rwanda. Effectivement, en vertu du pacte. Oui. En vertu du pacte. Et bien l'inverse n'a pas été possible. Voilà. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible? Ça peut être possible. De quelle manière? Si on reprend à parler du pacte. Oui. Vous savez, très sincèrement, le gouvernement ne parle plus du pacte. Demandez à la population, demandez aux journalistes. Tout le monde a au bout des lèvres l'accord cadre d'Addis Abeba. Les gens ne parlent pas du pacte. Que faire après? Ils ont oublié? Continuer? Non. Si nous oublions, alors nous sommes en train de compromettre l'avenir. Ça ne serait pas faire marche arrière et faire alourdir la machine? C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est difficile au gouvernement qui a oublié ou qui a laissé le pacte s'est noyé. Mais je pense qu'au nom de la paix, au nom de l'intérêt national, le gouvernement peut se ressaisir et remettre sur table. Et je ne le condamne pas, parce que en signant l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était peut-être un gage de plus qu'il voulait donner de sa volonté et de sa détermination à ne ménager aucun effort pour voir la paix être rétablie à l'est du pays. Oui. Mais maintenant que ces choses faites, il faut rappeler que le pacte existe. Maintenant que les FDLR viennent de déclarer avoir déposé les armes, vous croyez que ça peut aider pour aller dans ce sens-là? Écoutez, avant le vote de la résolution 2136 du Conseil de sécurité, Martin Kobler a été entendu dans une séance privée au Conseil de sécurité, au cours de laquelle il a indiqué que les FDLR ont perdu quelques zones qu'elle contrôlait, mais que malheureusement, et ça c'est très important, c'est ce que je voudrais souligner, malheureusement, selon Martin Kobler, il est difficile de les neutraliser totalement en n'usant que de la force militaire. Ça signifie qu'à côté de la puissance de feu, à côté de la voie militaire, il faut une autre voie parallèle. Qui pourrait être laquelle? Le dialogue. Le dialogue, c'est-à-dire rwando-rwandais, comme le dialogue rwando-rwandais. Oui. Le dialogue au niveau de la région. Je ne sais pas comment les pays de la région peuvent se saisir de cette question, puisque ce n'est pas n'importe qui le dit. Nous l'avons dit à l'époque, on n'était pas entendus. Mais aujourd'hui, je m'en réjouis que le patron de la MONUSCO le dise. Les FDLR, oui, elles ont perdu beaucoup de zones, mais si nous voulons les neutraliser totalement et nous assurer donc qu'elles ne constituent plus une menace à la paix et à la sécurité, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour toute la région, étant entendu qu'elles constituent un prétexte pour le Rwanda d'intervenir militairement sur le territoire congolais, il ne faut pas seulement préconiser la voie militaire. Est-ce qu'il y a quelque part des indices qui peuvent vous faire dire que le Rwanda, Kigali, pourra être infléchi dans ce sens-là? Infléchi, si les États-Unis le veulent, oui. Si les États-Unis le veulent, puisque j'ai toujours pensé que nous avons intérêt, si nous voulons bénéficier de la restauration et de la consolidation de la paix à l'est de la RDC, de nous attirer la sympathie du pays de Barack Obama. Oui. Qu'est-ce que le Rwanda aurait donné aux États-Unis et que nous ne pouvons pas donner, d'après vous? Le Rwanda bénéficie d'abord du fait que ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir. Ils constituent une minorité. Et au sein des organisations internationales, une attention particulière est accordée aux minorités. Voilà d'ailleurs pourquoi le Rwanda a réussi à introduire à la dernière résolution du Conseil de sécurité 2136 qu'on ne parle plus du génocide rwandais, mais qu'on puisse dorénavant parler du génocide contre les Tutsis. Avec cette idée de rappeler la Shoah, avec cette idée de rappeler que les Tutsis courent les risques de disparaître si les puissances ne font rien. Mais il ne faut pas oublier que les Tutsis sont proches des Juifs, avec ce qu'on appelle Falasha, des Juifs noirs, qu'on retrouve en Éthiopie, et qui seraient des cousins des Tutsis. Je pense qu'au-delà de ces considérations, il y a aussi
des performances économiques que le gouvernement de Kagame réalise, qui lui attire la sympathie des milieux financiers internationaux. Et nous nous lançons justement sur cette voie avec ce que Matata Ponyo est en train de faire, disons avec ce que le gouvernement de la République est en train de faire, piloté par Matata Ponyo. Et si nous maintenons le cap et nous faisons un effort pour élargir l'assiette au niveau de la justice, au niveau de la politique, c'est possible que demain, nous réussissions au nom de la démocratie à nous introduire sur la liste des pays alliés des États-Unis dans la zone africaine. Je vais vous redonner une nouvelle mémoire d'entre guillemets, encore avec le professeur Banyakou, qui disait ici, encore une fois de plus, qu'avec l'Angola, il y a de bonnes raisons pour croire que nous aurons un peu plus gain de cause qu'avec la dernière présidence qui a été ougandaise. L'événement B1, entre guillemets. Le Congo a l'Angola comme un allié stratégique. Il ne faut pas oublier sitôt, c'est que l'Angola, comment est-ce qu'il nous a aidés? Sur le plan diplomatique, l'Angola est toujours à nos côtés pour des causes le plus critiques pour notre pays. Et de trois, si je peux un peu dire que nous avons quand même des liens, des transfrontaliers à peu près de 2000 km. Suivez la marche du monde. L'Ouganda est condamné. On lui reproche de soutenir le M23. Il faisait donc doubler jeu. Mais puisqu'il assumait la présidence tournante de la CIRGL et que c'est la CIRGL qui devrait assurer la médiation dans ces conflits, bon, on le lui a concédé. Oui, mais avec l'Angola, je dis, il faut quand même relativiser. Dans quelle mesure et pourquoi? Parce que l'Ouganda et l'Angola sont liés par un accord de coopération militaire. Qui suppose quoi? Depuis 2006. Oui, ou qui induit quoi? Qui suppose un rapprochement dans ce qui devrait être l'évolution de la situation, non seulement dans chacun des pays, mais aussi en RDC. Parce que quand on parle du corridor nord, on voit d'abord l'Ouganda. Quand on parle du corridor sud, on voit l'Angola. Et les deux, donc, par rapport à un Congo faible, estiment qu'ils ont intérêt à travailler conjointement pour l'affaiblir davantage. Mais nous pouvons réussir à renverser la vapeur grâce au soutien de l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi je salue en passant la signature du mécanisme tripartite de dialogue et de coopération du mois d'août 2013 entre l'Afrique du Sud, l'Angola et la République démocratique du Congo, qui prévoit une coopération multilatérale, notamment dans le domaine de l'administration, des services de sécurité, de l'armée. Ça signifie que l'Angola et l'Ouganda sont dans une coopération militaire, oui, la RDC et l'Angola aussi, en vertu de ces tripartites, sont aussi dans une coopération militaire, mais non, il faut espérer que nous pourrions évoluer un peu plus vite que l'Angola le fait, grâce au soutien de l'Afrique du Sud, puisque nous devons nous réjouir, et ça c'est quelque chose de très important que nous devons souligner, dont nous devons parler. L'Afrique du Sud aujourd'hui fait entendre la voix de la RDC, non seulement sur le continent africain, mais aussi sur la scène internationale. Et c'est un succès pour nous, c'est une sorte de trilatéralisation. On ne parle plus seul, où on ne nous entend pas, mais grâce à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique du Sud, on peut mieux faire entendre notre voix et espérer bénéficier de certains droits. Mais là est une chose. Une autre, c'est que, comme j'avais dit tantôt, l'Angola puisse, dans son approche de présidence de la CIRGL, mettre sur table le pacte. Sans quoi, la CIRGL aura perdu sa raison d'être, parce qu'elle existe en vertu du pacte. Ok. Deux questions peut-être pour terminer. La première, pourquoi voudrait-on d'un Congo qui soit faible? Mais si, c'est au nom de leurs intérêts. Si au nom de leurs intérêts, ils estiment qu'il faut un Congo faible,
Ils ont intérêt à le faire. Et pourquoi l'Afrique du Sud souhaiterait qu'il y ait un Congo qui soit fort? Au nom de ses intérêts. De ses intérêts. Au nom de ses intérêts. L'Afrique du Sud ne vient pas ici à cause de nos 12 yeux. L'Afrique du Sud ne vient pas ici parce que nous avons tout simplement trop souffert. Ce qui veut dire quelque part que personne ne viendrait pour les beaux yeux de qui que ce soit. Exactement, les États. Et la responsabilité du Congo par rapport à tout cela devrait être laquelle, d'après vous? De voir comment gérer ses intérêts à court, moyen et long terme. Martin Diakoaou, je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales et chef de travaux à l'IFASIC. Peut-être qu'à ce niveau, déjà, on peut dire aux téléspectateurs, à ceux qui nous ont suivis ce soir, à dimanche prochain. Bonsoir.